Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont présents ce matin. Donc ce matin sur un thème de notre webinaire, comment remplir sa déclaration de revenus, déclaration d'impôt. Donc c'est un sujet d'actualité. Vous savez qu'on peut remplir sa déclaration depuis quelques jours et jusqu'à fin juin, je crois, mais Tatiana va nous expliquer tout ça. Donc je vous présente Tatiana Cardozo, qui est avocate au cabinet Antas d'Aconia et qui va vous faire la présentation. Pour votre information, donc ce webinaire est enregistré, vous pourrez le trouver, on le remettra en ligne après. Et pour faire vos questions, poser vos questions, c'est mieux de les faire à partir en bas sur la rubrique Q&A, et puis on répondra soit à la fin, soit, enfin, c'est vous, Tatiana, qui nous direz quand est-ce que vous voulez prendre les questions. Voilà, je vais passer sans plus attendre la parole à Tatiana pour commencer la présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis un petit peu malade, donc ma voix n'est pas la meilleure, mais je vais essayer d'être claire. Donc, on a aujourd'hui cette petite séance et tout d'abord, merci à la Chambre de commerce pour avoir accepté de faire ça en partenariat. C'est toujours un plaisir d'être ensemble. On va présenter, expliquer, pas avec tous les détails parce que c'est impossible dans une séance comme celle-ci, mais on va essayer de clarifier les points clés de comment remplir une déclaration de revenus au Portugal. Une petite introduction seulement pour que vous puissiez comprendre qui sommes-nous. Donc, Antas de Cunha est un cabinet d'avocats portugais. Il a été créé en 2015, on était 7 et en 2022, on est plus de 100 professionnels. Donc, on a grandi beaucoup, heureusement, parce que en fait, le conseil d'administration cherche les personnes clés de chaque domaine d'expertise. Donc, moi, j'ai intégré le cabinet il y a 6 mois et je suis la personne en charge du bureau francophone. Et donc, en fait, le bureau francophone accompagne les clients dans leur langue maternelle, dans toutes les démarches nécessaires de A à Z. Et on a l'appui de nos collègues qui sont experts en chaque domaine chaque domaine de droit. Donc, c'est-à-dire qu'on a le droit social, on a le droit pénal, le droit fiscal, on a le droit des sociétés, le droit de l'immobilier, le droit de l'urbanisme, très important aussi de nos jours. Et donc, je suis très contente parce que on a parmi nos collègues des experts très pointus dans chaque domaine de droit. Et donc, les clients sont aussi très contents. Au Portugal, on a un cabinet à Braga et à Porto. Et on a un bras en Espagne qui nous donne une amplitude vers l'Amérique latine. Donc, et on a aussi, on fait une chose différente d'autres cabinets, qu'on a aussi beaucoup de droits digital. Donc, tout ce qui est crypto-monnaie et des contrats intelligents, c'est des choses que je ne domine pas du tout, mais on a un collègue qui est expert dans ce genre de choses. Donc, ça, c'était seulement pour que vous puissiez avoir un petit encadrement sur qui sommes-nous. Le bureau francophone, comme je vous ai dit, a été créé à 6 mois et on donne un accompagnement spécialisé dans tous les domaines du droit, dans la langue des clients et les personnes qui travaillent avec le marché francophone et d'autres marchés. Donc, quand on a un avocat qui travaille avec un client particulier, qui n'est pas une entreprise, on a une façon de travailler très proche du client, on est très disponible, donc on a un savoir-faire très important dans comment, parce qu'on n'est pas l'avocat à l'ancienne, c'est-à-dire que les clients se sentent très à l'aise avec nous et ça doit être comme ça, parce qu'on n'est pas seulement un avocat, parfois on est un psychologue, on est un ami, et donc c'est comme ça que moi j'aime travailler. Donc, en fait, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, on va parler du délai de soumission, de paiement et de remboursement, parce que si vous ne le savez pas, on paye des impôts, mais dans quelques cas, on a aussi le droit à remboursement. Les types de déclarations, que devons-nous déclarer? Les fameux annexes. Parmi de vous, il y a beaucoup certainement de résidents non habituels. Donc, est-ce que moi, je suis exemptée de tout
d'impôt, est-ce que je dois quand même faire ma déclaration? On va parler de ça. On va parler aussi sur les revenus de l'étranger. Et si je n'ai pas de revenus, est-ce que je dois quand même présenter une déclaration de revenus? Et finalement, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de compte bancaire à l'étranger? Donc, j'ai mis dans ce tableau les questions plus fréquentes de mes clients et de mes amis et des personnes qui sont autour de moi. Donc, ça, c'est les questions plus fréquentes que je reçois. Alors, au niveau de la soumission, ça, c'est très facile à répondre. On a jusqu'à maintenant au 31 juin. Attention que si on ne respecte pas ce délai, on a une amende, d'accord, entre 150 et 3 750 €. Comment est-ce que l'administration fiscale peut voir que je n'ai pas fait ma déclaration d'impôt? Tout d'abord, aujourd'hui, et ça existe effectivement, un échange automatique d'informations, c'est-à-dire que les banques étrangères, par exemple, communiquent à leur autorité fiscale l'existence d'un compte d'un étranger et la banque étrangère va informer l'autorité fiscale portugaise. Et là, l'autorité fiscale portugaise, quand elle reçoit cette information, elle va vérifier que le contribuable n'a pas fait sa déclaration d'impôt. Donc, c'est pour ça que même si vous pensez que vous n'avez pas le devoir de faire cette déclaration, c'est très important de confirmer si vous êtes obligé à le faire parce qu'à un moment donné, vous aurez une liquidation d'un impôt, vous aurez une amende de ne pas avoir fait la déclaration. D'accord? C'est très important. Maintenant, une chose intéressante. Si vous savez que vous allez recevoir un remboursement, le plus vite vous faites la déclaration, le plus vite vous recevez. Par contre, si vous savez que vous allez payer, vous pouvez tout à fait attendre le mois de juin pour la faire, d'accord? Parce que le plus tard vous le faisiez, le plus tard vous payez, d'accord? Par exemple, les personnes qui savent qu'il faut recevoir ont déjà soumis la déclaration parce qu'après, on a ici environ 17 jours pour recevoir le remboursement. Et je peux vous dire que malgré le Covid, on avait tous peur que le gouvernement couper les remboursements, mais non. L'État portugais a respecté non seulement les remboursements, mais aussi les délais. Donc, je peux vous dire, même mon expérience, j'ai fait ma déclaration le 1 et je sais que mi-avril, je vais recevoir mon remboursement de IRS, d'accord? Pour payer. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire la déclaration d'impôt jusqu'à juin. En juillet, l'autorité fiscale valide. Et si vous avez une valeur à payer, normalement, elles sont payées, les impôts doivent être payés jusqu'à la fin de août. Ça, c'est le traditionnel, d'accord? Parfois, il y a d'autres situations atypiques. J'ai des cas de figure où on arrive à la fin du mois de juin et les banques n'ont pas envoyé la documentation nécessaire pour qu'on puisse faire la déclaration d'impôt. Là, il y a des délais exceptionnels où on peut faire jusqu'à la finale, jusqu'à décembre 2022. Donc, ça, c'est le typique, c'est ce que je vous ai mis ici. Et après, il y a des exceptions, d'accord? Et donc, on a parlé de la soumission, du paiement et du remboursement. Donc, après avoir effectué la déclaration d'impôt, vous pouvez suivre dans votre portal das finanças, d'accord? J'ai une chose importante aussi à souligner, c'est qu'au Portugal, les déclarations d'impôt sont effectuées en ligne. Et dire déclaration d'impôt, ce n'est pas techniquement correct. On doit dire déclaration de revenus, d'accord? Parce qu'on va déclarer les revenus qu'on a. Et après, on paye les impôts si on a à payer. Et c'est en ligne. Malheureusement ou heureusement, les choses ont avancé un petit peu et les déclarations sont effectuées en ligne. Elles sont en portugais. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir soit un comptable, soit un avocat pour faire la déclaration, mais elles sont en portugais et elles sont en ligne. Et il y a des personnes âgées que, par exemple, se déplacent aux mairies pour faire les déclarations avec quelqu'un de la mairie, d'accord? Si vous avez évidemment des déclarations plus compliquées avec des revenus à l'international, des investissements, ça fait du sens que vous ayez une assistance technique sur comment la bien faire parce que si vous cochez la case qui n'est pas la correcte, à la fois de payer 20, vous pouvez payer 40.
ou à la fois d'avoir un remboursement de 10, vous pourriez avoir un remboursement de 30. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien faire la chose. Donc, après avoir soumis en ligne votre déclaration d'impôt, vous pouvez suivre les étapes. Donc, c'est-à-dire qu'on fait la soumission, on a une preuve de soumission. Ensuite, l'autorité fiscale, il y a un tableau où elle passe à déclaration correcte, c'est-à-dire que l'autorité fiscale a validé les données. Donc, ça peut prendre 5 à 10 jours, ça dépend si vous êtes salarié, si vous êtes prestataire de service, si vous avez des revenus à l'international. Mais de déclaration livrée, ça va passer à déclaration correcte. De suite, l'étape suivante, c'est déclaration traitée. Ça signifie que le montant de remboursement à recevoir ou à payer est connu. De suite, ça passe à remboursement émis. Ça signifie que l'autorité fiscale a traité du transfert de l'argent. Et ensuite, après 2-3 jours, vous aurez l'argent sur votre compte bancaire. Si vous avez à payer, vous aurez une note de paiement avec un délai normalement jusqu'au mois de août. Ces étapes peuvent être suivies dans le petit carré qui dit Movimento Financeiro, d'accord? Vous pouvez suivre, c'est très pratique. Alors, type de déclaration. On sait qu'au Portugal, si on a des revenus, si on est résident au Portugal, on doit faire. Si on a sorti du Portugal, on doit aller voir si on doit faire. Si on est non résident, mais j'ai des revenus portugais, je dois faire ma déclaration de revenus. Et les résidents non habituels le font aussi. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis résidente normale, je déclare tous mes revenus au Portugal et à l'étranger et je paye mes impôts progressivement. Plus je gagne, plus je paye. Un ancien résident a un régime très spécial que si vous avez des doutes après, vous pouvez me faire un email et je peux vous répondre. Les non-résidents qui ont, donc une personne qui a quitté le Portugal, mais par exemple a une maison qui est louée, a un revenu de source portugaise, doit faire la déclaration de ce revenu. Et les fameux résidents non habituels doivent, comme moi, déclarer les revenus mondiaux et vont bénéficier des exonérations prévues dans le régime. Je vais seulement regarder ici, je ne sais pas s'il y a des questions à répondre entre-temps. Oui? On a des questions. Alors, je peux vous les poser si vous voulez, Tatiana, et puis comme ça, vous répondez tout de suite. D'accord. On a une première question. Pouvez-vous nous dire comment et à quelles conditions peut-on imputer les retenues à la source sur dividendes étrangers sur l'impôt sur le revenu portugais, sous statut classique ou sous statut RNH? Oui, il y a le tableau, c'est l'annexe G, d'accord, où on va marquer la valeur du dividende qu'on a reçu et la retenue à la source. Et après, le système fait, si vous êtes un résident normal, si vous avez payé 15 à la source, le système va générer une liquidation de 13 parce que c'est la différence vers notre taux, c'est de 28. Si vous êtes résident non habituel, il suffit de remplir que vous avez déjà payé. Même si vous n'aurez pas payé, vous serez exonéré, d'accord? Donc, pour répondre à la question, l'imputation des retenues à la source est effectuée dans le annexe G. Ensuite, est-ce qu'un compte de trading établi sur une plateforme qui n'est pas bancaire doit être déclaré et comment, car il n'y a pas de compte bancaire? S'il n'y a pas d'IBAN et de SWIFT, c'est difficile à le déclarer. Il y a toute une histoire autour de Revolut et l'autorité fiscale est venue dire que les Revolut n'étaient pas déclarables, d'accord? Donc, en principe, on suit le même chemin, mais effectivement, c'est une situation à confirmer avec la plateforme en concret. Mais normalement, si on suit le même chemin que Revolut, ce n'est pas à déclarer dans la déclaration de revenus. Et ensuite, au cas où je suis salarié et aussi gérant de mon entreprise, est-ce que je dois soumettre l'IRS et l'IRC séparément? Ah ben oui, évidemment. Le comptable va faire le IRC et le gérant aura un salaire, doit faire le IRS, évidemment. Ok, voilà. Et puis après, pour l'email, on le transmettra à la fin de la présentation. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a comme question.
Super. Donc, ensuite, alors, qu'est-ce qu'on doit déclarer? Donc, si on est un salarié, on a notre salaire. Et là, c'est très facile parce qu'on a le IRS automatique. Donc, c'est-à-dire que les entités patronales, début de l'année, ont déjà communiqué à l'autorité fiscale à travers d'un formulaire spécifique les salaires que les employés ont reçus et les retenus à la source et les paiements à la sécurité sociale. Donc là, c'est vraiment cocher des cases et avancer. Si on est un professionnel indépendant, normalement, on ne peut pas faire des déclarations automatiques, mais les revenus sont déjà aussi inscrits dans le portail de finances parce que tous les personnes à qui les professionnels ont rendu des services doivent aussi remplir une déclaration pour communiquer à l'autorité fiscale qu'ils ont reçu ces services et qu'ils ont fait ces retenues à la source, d'accord? Donc, pour la catégorie A, c'est déjà inscrit, B aussi. Après, revenus de capitaux, normalement, c'est à nous de l'inscrire, sauf si c'est une banque au Portugal. Mais si on a des revenus des banques étrangères, nous, on va recevoir les déclarations des banques étrangères pour remplir notre déclaration d'impôt. Revenus fonciers, normalement, si on a bien fait la chose pendant l'année, donc si on a bien enregistré le contrat de bail et si on a fait tous les mois les reçus, le système va automatiquement chercher cette information, d'accord? Catégorie G, c'est la même chose, ça dépend un petit peu, mais normalement, si on fait la vente d'une maison, par exemple, on doit enregistrer la valeur de l'achat, c'est nous, on doit le faire. On doit enregistrer la valeur de l'achat, les coûts qu'on a eus et la valeur de vente. Et après, si on veut réinvestir, on a des petits carreaux qu'on doit bien faire le tic pour que l'autorité fiscale sache qu'elle ne peut pas faire la liquidation d'impôt cette année parce que vous avez encore quelques années pour réinvestir. Et finalement, les pensions, normalement, portugaises sont déjà enregistrées, étrangères, la caisse qui vous paye la pension doit vous envoyer le document support. Par exemple, de la Suisse, c'est la déclaration AVS où on a la valeur de la pension payée et s'il y a une retenue à la source ou non. D'accord? Si par hasard, vous avez eu une retenue à la source sur la pension étrangère, il faut réclamer le remboursement, d'accord? Parce que si vous êtes un Français, un Suisse, un Belge, vous êtes installé au Portugal et vous touchez une pension étrangère, le pays de la source ne peut pas retenir rien parce que c'est le Portugal qui a le droit d'imposer, d'accord? Et là, il y a un mécanisme qu'il faut mettre en place. C'est un document qu'on va chercher aux relations internationales du Portugal pour que l'État de la source, Suisse, France, Belgique, autres pays, vous rembourse de la retenue qu'elle a fait sur place. Donc, ça, c'est très important. Donc, en fait, j'ai beaucoup de questions. Ah, mais j'ai un bien en Suisse. Est-ce que je dois déclarer la maison que j'ai en Suisse? Non. Au Portugal, on déclare que le revenu et les comptes bancaires qui sont détenus à l'étranger, d'accord? Peut-être qu'on regarde de nouveau les questions, Laurent. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. D'accord. Alors, une première, je suis résident depuis le 10 janvier. Comment faire ma déclaration en 2022? Si vous êtes résident depuis 10 janvier 2022, votre déclaration d'impôt sera effectuée que l'année prochaine, d'accord? Et, alors ensuite, est-ce qu'une assurance vie qui n'est pas auprès d'une banque est considérée comme un compte bancaire alors que le gestionnaire est une compagnie d'assurance? Les comptes bancaires qui doivent être déclarés au Portugal sont les comptes bancaires dont lesquels on a un pouvoir de gestion. Donc, si vous avez une procuration sur quelque chose pour vous faire des mouvements sur un compte bancaire, oui, il faut la déclarer. Donc, c'est-à-dire que la loi portugaise dit qu'on doit déclarer non seulement les comptes bancaires dont on est titulaire, mais aussi les comptes bancaires qu'on n'est pas titulaire, mais qu'on a une procuration pour faire les mouvements, d'accord? Donc oui, si vous avez un pouvoir pour faire des mouvements sur ces comptes bancaires, oui. Si vous n'avez pas de pouvoir, non. Okay. Alors ensuite, RNH jusqu'au 24 février, puis retour en France à cette date. Comment déclarer les revenus au Portugal? Seulement 2 mois ou toute l'année du fait qu'en France, c'est prorata temporis, Oui. mais
crois que ce n'est pas la même règle au Non, Portugal. non. Au Portugal, c'est aussi pro rata temporis. Mais il faut bien être sûr que vous avez fait le quitus du Portugal. Donc, c'est-à-dire que si vous avez bien fait le quitus au Portugal, l'année suivante, au départ, vous allez que déclarer au Portugal les 2 mois que vous étiez ici résident. Ensuite, où se mettent les plus-values immobilières sur les biens en France ayant déjà acquitté un impôt en France? Les plus-values sont dans l'annexe G, d'accord? Et de plus, après, il y a une correspondance avec l'annexe, c'est le G, après c'est le J, parce que c'est des revenus de source étrangère. D'accord. Je suis RNH avec des dividendes étrangers et des revenus fonciers portugais. La retenue à la source sur les dividendes étrangers est-elle imputable sur l'impôt sur le revenu foncier? Non, 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 non. Et chaque catégorie de revenus impute les revenus à chaque catégorie de. On ne peut pas faire foncier et capital. On n'impute pas. Les revenus fonciers exonérés d'impôts en France sont-ils imposables au Portugal? Ça dépend du statut fiscal que la personne a, d'accord? Si c'est un revenu foncier loyer, normalement, indépendamment du statut fiscal, c'est la France qui a le droit d'imposer. Si c'est une plus-value immobilière, c'est la France qui a le droit d'imposer. Mais attention que si on est RNH et on a des revenus exemptés, mais on a des revenus assujettis, les revenus exemptés vont être rassemblés pour calculer le taux applicable aux revenus assujettis à l'impôt, d'accord? Donc, même si ce n'est pas exempté, même si c'est exempté, je m'excuse, ça peut être compté pour voir la progressivité du taux appliqué sur les revenus qui sont assujettis. C'est un petit peu compliqué, mais si vous voulez me faire un email, je vous explique avec plus de détails. Ensuite, si l'on perçoit des dividendes prélevés à la source de 12,6% et que l'on est RNH au Portugal, peut-on demander le remboursement des 2,6% et si oui, à quel pays? Ça doit être demandé toujours à la France, d'accord? Si vous ne payez pas d'impôt au Portugal, on ne peut pas demander un remboursement au Portugal. Et ensuite, réinvestissement immobilier en résidence principale en France. Réinvestissement immobilier en résidence principale en France. Délai de déclaration pour la plus-value. Bon. Alors, j'imagine que vous avez vendu une maison principale au Portugal et vous voulez réinvestir en France. Donc, tout d'abord, l'année suivante à la vente, il faut dire que vous avez vendu et que vous allez réinvestir. Et après, je ne sais pas par cœur, mais normalement, vous avez 36 mois pour faire le réinvestissement. Donc, chaque année, jusqu'au réinvestissement au Portugal, vous devrez faire de nouveau la déclaration d'impôt en disant que vous êtes en train de penser en réinvestir. Au bout des 36 mois, si vous n'avez pas réinvesti, là, vous allez payer l'impôt qui aurait dû être payé comme si vous n'avez pas, comme si le réinvestissement n'était pas fait. Donc, il faut croiser le bon carreau. Et le jour où vous faites le réinvestissement, là, vous faites de nouveau une déclaration au Portugal et vous dites pour combien a été le réinvestissement pour être sûr que vous ne payez pas d'impôt. Et puis, j'ai une dernière question là sur le chat. Est-ce qu'il faut faire une déclaration individuelle ou on peut faire une déclaration en couple? Ah, et ça, c'est ma question préférée. Ça dépend. Tout d'abord, si vous êtes marié, vous avez le choix de faire ensemble ou pas ensemble. Ma réponse est, il faut faire des simulations. Imaginez que vous avez les deux du couple ont le même revenu. Ça ne va pas faire une grande différence. Mais si un gagne beaucoup plus que l'autre, ça va faire une balance. C'est-à-dire que ce qui gagne plus va avoir un remboursement parce qu'il a quelqu'un qui gagne moins. Donc, si vous êtes marié, il faut simuler pour voir qu'est-ce que c'est plus intéressant, faire ensemble ou faire pas ensemble. Si vous êtes unis de fait, donc on a comme si c'était une chose comme un PACS en France, il faut avoir la preuve de la junta de flexi, que vous êtes ensemble il y a plus de 2 ans, d'accord? Donc, si vous êtes mariés, ça dépend, vous avez le choix. Si vous êtes unis de fait, il faut la preuve de la mairie pour pouvoir soumettre joint. Mais vous pouvez toujours faire tout seul. Donc, en fait, vous avez le choix et il faut faire ce qui est plus intéressant pour vous.
Mais de mon expérience, quand dans un couple, un gagne beaucoup plus que l'autre, tendanciellement, c'est intéressant de faire ensemble parce que ça va équilibrer la chose. Je pense qu'on peut Alors, ensuite, alors, j'ai mis quelques exemples d'annexes, d'accord? On ne va pas parler de tous, mais en fait, ici, c'est le premier document qu'on remplit. Quand vous rentrez dans votre page des finances, c'est un petit peu différent, mais on identifie les assujettis. Sujet passif, ça veut dire le contribuable, d'accord? Très important d'identifier les enfants, d'accord, parce que ça vous donne des abattements. Seulement parce que vous avez des enfants, vous avez des abattements. Et en fait, après, vous avez les abattements, par exemple, par rapport aux dépenses de l'école. Ce n'est pas beaucoup. Il y a un toit de 800 € par enfant, mais ça fait quelque chose. Et ici, vous avez la résidence, d'accord. C'est où aussi vous choisissez ici, si vous avez, dans le premier, c'est où aussi vous choisissez si vous êtes faites la déclaration ensemble ou non. Très important de remplir le IBAN pour rembourser parce que sinon vous allez recevoir un chèque et parfois ils sont perdus. Et vous avez ici les annexes que vous allez remplir. Donc en fait, le annexe A, c'est pour les salaires et les pensions. Le B, c'est pour les professionnels dans un régime simplifié. Le C, professionnel, pour ceux qui dépassent les 200 000 € par année. Après, la transparence fiscale, c'est un petit peu un régime spécifique, mais c'est aussi le annexe qu'on doit faire quand on a un héritage en indivision. On a après le annexe E et F, et G, c'est les fameux qui doivent, on doit faire très attention quand on fait ces trois-là. Après, aujourd'hui, de nos jours, le annexe H est automatiquement rempli parce que normalement, en janvier de chaque année, on va valider les dépenses qu'on a fait l'année dernière. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout le monde nous demande, est-ce que vous voulez le NIF dans la facture du restaurant, du supermarché? Parce que je comprends que quelques-uns de vous puissent penser que c'est le contrôle de l'État, mais par exemple, moi, que je dois faire les déclarations d'impôts de pas mal de personnes, ça me facilite beaucoup la vie parce que toutes les dépenses qui ont été effectuées par le contribuable l'année dernière avec le NIF sont enregistrées dans le système, e-factura, et passent à la déclaration d'impôt. Donc, ça fonctionne très bien et vous avez tout enregistré. Et normalement, entre janvier et février, non seulement on valide le foyer fiscal, comme on valide aussi les dépenses qu'on a eues. Donc ici, de nos jours, on ne remplit pas ici les déductions parce qu'elles sont déjà enregistrées. Finalement, on a le annexe G, c'est pour quand on a des revenus à l'étranger, et les résidents non habituels remplissent aussi le annexe L qui est très important. On regarde de nouveau les questions. Alors, doit-on déclarer les assurances vie souscrites à l'étranger auprès de compagnies d'assurance et non auprès d'une banque? On déclare les rachats indépendamment de si elles sont dans une compagnie ou dans une banque. Si vous avez une assurance vie dans laquelle vous n'avez pas fait de rachat, vous n'avez pas de revenus, il n'y a pas de déclaration à faire. Okay. Comment faire le quitus au Portugal quand on revient en France après le RNH? Il faut faire la déclaration de sortie auprès de l'autorité fiscale. Donc, c'est une déclaration qui est présentée à l'autorité fiscale portugaise. Donc là, pour un couple, l'homme est au RNH et l'épouse est sans revenu. Doit-elle faire une déclaration? Ça, c'est le typique cas de figure que faire ensemble va faire baisser les éventuels impôts que le mari devra payer. Est-ce qu'il existe un logiciel de simulation hors du site des finances? Oh oui, il y a plein de sites pour faire des simulations, d'accord? Ça, je sais, j'utilise. Nous, on a notre Excel, mais il y a beaucoup. Et je ne vais pas vous recommander un parce qu'après, il y a des erreurs, d'accord? Il faut faire attention. Est-ce que les dépenses médicales peuvent être déduites des revenus? Et jusqu'à quel montant? Oui, les dépenses médicales avec le NIF peuvent être déduites. Je ne sais pas par cœur
la valeur maximum, mais je dirais que c'est toujours aux alentours des 500, 600 euros, d'accord? Alors Les là, dépenses qu'on peut déduire, en fait, c'est les dépenses de santé, les dépenses avec l'éducation. Si on a des locations, on peut déduire les dépenses qu'on a eues pour réhabiliter l'appartement, par exemple. Si on loue, on peut aussi déduire l'impôt foncier. Donc, il y a pas mal de dépenses qu'on peut effectuer. Il y a aussi une fameuse dépense, c'est la dépense générale, c'est 250 euros. Mais une fois que vous allez au supermarché, ça vous remplit tout de suite la dépense maximum pour la dépense générale. Et après, vous avez aussi les dépenses du coiffeur, les dépenses du mécanicien, les vétérinaires. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez déduire. Ce n'est pas des valeurs très importantes, mais c'est toujours quelque chose, d'accord? Vous me demandez les limites. Alors, moi, par cœur, je sais que par enfant, école, c'est 800 euros. Après, vous pouvez me faire un email avec les limites. Demandez-moi les limites parce qu'il y a plein de limites et c'est difficile à vous dire. Et après, ça dépend de combien d'enfants vous avez. Ça dépend si vous avez une condition médicale spéciale. L'important, c'est que la dépense et effectué à votre NIF enregistré. Parce que s'il n'y a pas une facture avec le NIF, vous ne pouvez pas la déduire. Ça, c'est sûr. D'accord? Une autre chose importante par rapport aux dépenses médicales, c'est que si vous allez à la pharmacie, vous achetez un médicament sans la prescription médicale et la TVA est de 23%, cette dépense médicale ne peut pas être déduite. Si c'est quelque chose, un bien, je me rappelle un shampoing acheté à la pharmacie avec une prescription médicale, vous pouvez la déduire. Donc, par rapport, je vais m'expliquer mieux. Par rapport aux dépenses de santé, une consultation dans un médecin, normalement, n'est pas assujettie à la TVA, donc ça, c'est tout déductible. Et après, il faut faire la différence entre quand vous achetez quelque chose à la pharmacie, quel est le taux de la TVA? Si c'est jusqu'à 6%, c'est déductible sans nécessité de présenter la prescription médicale. Si c'est un bien que vous achetez à la pharmacie avec un taux de TVA à 23%, si vous voulez la déduire, vous avez besoin d'une prescription médicale, d'accord? Parce que si vous n'avez pas besoin de prescription médicale, alors si c'est obligatoire une prescription pour déduire, non. Si le taux de la TVA du bien est de 6%, si le taux de TVA est de 23%, oui. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, Marc qui dit de quelles dépenses parle-t-elle et comme je ne sais pas, on avait perdu le fil, donc il faudrait peut-être repréciser. Les dépenses de santé, les dépenses de réhabilitation des biens, les dépenses avec l'éducation des enfants. Donc, il y a dépenses avec les mécaniciens, les esthéticiennes. Il y a des catégories de dépenses qui peuvent être déduites. Oui, je vous ai montré ici un modèle 3, le traditionnel. Et ça, de plus, ça n'existe plus parce que quand vous rentrez dans votre page des finances, c'est un petit peu différent. C'est plus automatique. Donc, ça vous demande tout de suite votre NIF si vous êtes marié ou vous résidez, votre IBAN, et après, vous ajoutez les annexes, d'accord? Mais oui, à chaque année, le gouvernement approuve des annexes différents. Donc, en fait, ça, ce qui vous apparaît dans votre portail de finances, c'est la transcription dans un système informatique d'un document qui a été approuvé par l'autorité fiscale. Ensuite, on a quel statut fiscal des plus-values sur les rachats dans le cadre d'une assurance vie, intérêt, plus-value immobilière? C'est les plus-values, d'accord, et ils bénéficient d'un taux dégressif d'imposition. Donc, c'est-à-dire que à plus longtemps on a l'assurance vie, moins on paye, d'accord? Il y a de 0 à 3 qu'on paye 28 sur la plus-value. Après, si on détient entre 5 et 8, on paye environ 22% sur la plus-value. Et après, plus de 8 ans, on paye 11,2. Et c'est très important de demander au gestionnaire, à la personne qui émet le rachat, d'avoir la bonne description
dans le document support du rachat parce que non seulement parfois vous rachetez de la plus-value qui a été générée dans le portefeuille, mais aussi vous faites du rachat du capital réinvesti. Et le capital, si vous sortez du capital d'une assurance vie, ça, ce n'est pas un revenu, ce n'est pas taxé. Donc, c'est très important d'avoir le bon document de l'entité qui paye le rachat, d'accord? Donc, ensuite, du modèle 3, on a, alors là, vous pouvez avoir un exemple. Si vous faites des ventes d'actions, il faut remplir le numéro fiscal de l'entité qui a émis si c'est une entité portugaise. Après, ça, c'est très important. J'ai une question tout le temps que, ah, mais moi, je suis rentrée au Portugal en 2020, mais j'avais une action de 1990. Quelle est la valeur de l'achat? C'est la valeur de 1990, d'accord? Ce n'est pas la valeur de rentrer au Portugal. Donc, quand vous faites des ventes d'actions, il faut remplir l'année de l'achat, l'année de la vente et le pays, d'accord? Ça, c'est très important quand on fait des ventes d'actions. Quand on est un contribuable portugais et on a ce genre de revenus, c'est très important de bien faire cette déclaration. Et après, évidemment, si on a des revenus à l'étranger, il y a un annexe spécifique, d'accord? Vous allez déclarer comme pour les revenus portugais. Si vous avez un salaire étranger, il faudra le mettre ici dans la… Vous aurez certainement la fiche de paye, vous aurez les données nécessaires pour remplir votre déclaration d'impôt. Si vous êtes CRNH, il faudra aussi encadrer votre activité pour que vous puissiez bénéficier des 20%. Si vous avez des retraites étrangères, vous aurez aussi certainement le document support de la retraite. Et pour tout ce qui est revenus capitaux, ce qu'on demande à nos clients, c'est de demander à leur banquier étranger d'envoyer les revenus annuels du portefeuille. D'accord. Avec ce document, il est possible de remplir la déclaration portugaise. Si vous avez vendu une maison à l'étranger, il faut avoir l'acte d'achat et l'acte de la vente pour remplir la déclaration. Donc, avoir des revenus à l'étranger, ce n'est pas très compliqué. Il faut avoir les bons documents support pour remplir les déclarations. Mon expérience avec les banques étrangères est chaque année qui passe, les documents deviennent plus clairs pour nous. Pourquoi c'est important d'avoir les bons documents support? Parce qu'au Portugal, c'est le contribuable qui déclare. Et après, l'autorité fiscale valide. Et de plus en plus, l'autorité fiscale pose des questions. C'est-à-dire que pendant la validation, l'autorité fiscale peut vous envoyer des questions dans votre portail de finances. Par exemple, vous avez vendu une maison en France. J'ai besoin de voir l'acte notarié de vente pour voir si vous avez bien déclaré la chose. Ou l'acte d'achat. Monsieur X, vous avez déclaré ici des plus-values vous avez ici déclaré un rachat d'une assurance vie. J'ai besoin de voir le document support du rachat, s'il vous plaît. Donc, il faut demander, pour faire la déclaration d'impôt, on n'a pas besoin d'envoyer les documents support. Mais il se peut que l'autorité fiscale de suite pose des questions, d'accord? Donc, c'est important d'avoir les bons documents. Après, on a ici le fameux annexe du résident non habituel. Attention au cadre 6. Ça, il faut faire très attention parce que c'est où les erreurs se passent. On a eu pas mal de clients et c'est normal, je comprends. Je ne vais pas dépenser des sous parce que je sais faire ça tout seul. Vous pouvez tout à fait faire ça tout seul, mais il faut remplir ici. Dans le 6, vous avez ici « Opções pour régime de tributação ». Et il faut faire attention aussi au B, parce que si vous choisissez, après ça dépend du cas de figure, mais normalement, on choisit toujours l'exemption, d'accord? Et la tributation autonome, d'accord? Parce que si on choisit dans le A, englobamento, c'est-à-dire que les revenus vont être rassemblés et vont être imposés au taux progressif. Après, ça dépend des simulations qu'on va faire, d'accord? Et par rapport au B, si vous choisissez crédit d'impôt, ça ne fait pas de sens parce que vous allez demander le crédit d'impôt de ce que vous avez payé dans les autres pays à la fois d'être totalement exempté. Donc, il faut faire très attention à cette annexe, d'accord? On regarde de nouveau les questions. Alors,
Est-ce que les dépenses faites avec NIF ne sont-elles pas déduites automatiquement par l'autorité fiscale et il ne reste plus rien à faire? Non, elles sont déduites automatiquement, mais vous pouvez en janvier aller vérifier si ça correspond. Par exemple, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, au moins, je suis allée regarder si les dépenses de l'école étaient bien là, d'accord? Parce qu'il se peut que parfois, les écoles n'envoient pas il peut avoir un problème dans le système. Donc, si vous n'avez pas fait cette vérification, aujourd'hui, vous pouvez aller à la fois de cocher, je veux utiliser ce que l'autorité fiscale a déjà, on peut introduire à la main, et donc, c'est-à-dire facture à facture, les dépenses qu'on a eues, d'accord? Ça va, c'est une simulation que vous devez faire. Si on a un statut RNH, faut-il déclarer ses dépenses? Ben oui, parce que même si vous êtes RNH, vous pouvez avoir des revenus qui sont assujettis à un impôt et ça va vous faire des abattements. Je suis française RNH, j'ai vendu un bien en France, j'ai payé au fisc français la taxe sur la plus-value. Dois-je quand même déclarer cette plus-value au Portugal avec la déclaration RNH? Oui, tout à fait. Il faut déclarer cette vente au Portugal parce que vous êtes un contribuable portugais en bénéficiant d'un statut spécial. Quand on quitte le Portugal, y a-t-il une exit tax sur les plus-values latentes des valeurs mobilières de placement? Non, il n'y a pas de plus-value latente au Portugal. Achat et vente d'actions en dollars avec conversion en euros à la date ou moyenne du mois de l'année. Non, c'est au 31 décembre qu'on doit faire la conversion, d'accord? Quelle est la durée pendant laquelle les finances peuvent revenir en arrière pour vérifier les éléments de la déclaration? 4 ans et 12 si on a des choses dans des paradis fiscaux. Pour les ventes d'actions à l'étranger, si l'on n'est pas en mesure de déterminer la date exacte de l'achat, comment fait-on pour la déterminer la plus-value? Bonne question. Si on sait que les documents vont arriver, on peut demander l'extension du délai parce qu'on a une juste cause pour remplir notre déclaration jusqu'à la fin de l'année. Si on sait qu'on n'a pas de documents support, le mieux, c'est de poser directement la question à l'autorité fiscale dans votre e-Balkan, d'accord? Ensuite, donc, exercice de stock options taxés à l'étranger. Comment éviter la double taxation? Il faut activer la convention fiscale entre le Portugal et l'autre pays. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des formulaires à remplir et à être tamponnés par nos relations internationales qui sont livrés à l'entité étrangère pour prouver que vous êtes résident au Portugal et pour éviter la double imposition. Alors, il y a d'autres questions sur le chat et je n'arrive pas tout à voir. Donc, si vous pouviez poser les questions sur la rubrique Q&A, c'est plus facile à nous pour contrôler. Donc, dans le cadre d'une succession dont les droits ont été payés en France, alors, bon, je pense que c'est… Succession, c'est pas dans… Il n'y a pas de succession, c'est pas revenu au Portugal. Donc, ça ne rentre pas dans la déclaration d'impôt. D'accord, même si on est RNH, il n'y a rien à faire. Non, non, c'est succession, c'est pas revenu, d'accord? C'est bon pour l'instant, on verra ensuite. De suite, si je suis RNH, je dois faire ma déclaration d'impôt et déclarer tous les revenus, même ceux qui sont exemptés, d'accord? Donc, je dois déclarer ma pension étrangère, maintenant les pensions, 10%, n'oubliez pas ça. Les pensions, les loyers, les plus-values, les ventes d'actions, les rachats d'assurance vie, il faut tout déclarer. Après, le système va exempter ce qui est à exempter, d'accord? Ici, je suis résident normal et j'ai des revenus à l'étranger, il n'y a pas de souci. Vous remplissez la déclaration d'impôt comme je vous ai expliqué. Si je n'ai pas de revenus, alors, j'ai des clients qui préfèrent quand même remplir la déclaration parce que même si je n'ai pas de revenus, je peux avoir un compte bancaire à l'étranger. Donc, il y a quelques déclarations que la seule chose, c'est faire le annexe pour déclarer les comptes bancaires détenus à l'étranger, d'accord? Si je n'ai pas de revenus, je n'ai pas de compte bancaire à l'étranger, bien,
évidemment, il n'y a pas l'obligation de faire la déclaration d'impôt. Si vous êtes dans un cas où vous êtes un salarié ou un retraité avec un revenu inférieur à 1 500 € et avec retenue à la source, il y a aussi une dispense de présenter la déclaration d'impôt. Ici, cette annexe est très importante parce que c'est où on a plus de litiges internationaux. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais c'est-à-dire que j'ai beaucoup aussi avec la Suisse. Donc, l'autorité suisse, les banques suisses communiquent à l'autorité fiscale suisse que personne X avec résidence au Portugal ont un compte bancaire. Et là, le fisc suisse envoie l'information au fisc portugais. Et c'est là où la chose commence à donner des problèmes parce que le fisc portugais va regarder si le contribuable a déclaré le compte bancaire. Et si le contribuable n'a pas déclaré le compte bancaire, il va recevoir une notification avec une amende et plus de questions et va être investigué. Donc, remplir le IBAN et le SWIFT des comptes bancaires qui sont détenus à l'étranger, soit directement, soit à travers une procuration, c'est très important. Bon, en fait, c'était ma présentation, d'accord. Je suis là pour répondre à vos doutes. Vous pouvez m'envoyer des emails. On va regarder encore les questions qui sont là, peut-être. Oui, il y a encore pas mal de questions. Alors donc, une question qui demande si votre cabinet peut rédiger des bails, des baux de location. Oui, on accompagne nos clients dans tous les démarches. Vous pouvez m'envoyer un email. Alors, j'ai fait mon CRU, CRUE, avec mon adresse française et dois-je faire une déclaration ici? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le CRUE, mais si vous êtes résident au Portugal, il faut faire la déclaration au Portugal, indépendamment de ce que vous avez fait en France ou non. Qu'en est-il de l'achat de crypto-monnaies en 2021 non revendues à ce jour? Tout d'abord, si c'est une activité que ce n'est pas fréquente, les crypto-monnaies ne sont pas encore taxées au Portugal. Et dans ce cas-là, si vous avez acheté mais vous n'avez pas revendu, il n'y a pas de revenu à déclarer. Ayant le statut RNH et percevant des revenus salariés en France avec prélèvement à la source, dois-je déclarer ces revenus sur Oui, la... il faut déclarer ses salaires au Portugal. Il faut déclarer tous les revenus, exemptés ou non, et avec de retenue à la source ou non. Tout doit être déclaré au Portugal. Et ça se fait sur l'annexe L, c'est bien ça? Il se fait dans l'annexe des revenus à l'étranger qui, après, le annexe L va chercher cette information, d'accord? Alors, si je vends 100 $ d'actions achetées, 70 € et que la vente sans profit en dollars me rapporte 90 €, j'ai une plus-value de 20 €, correct? Si j'ai un compte à 100 Ah, $. je ne vais pas faire des calculs, sincèrement. Vous Bon, pouvez oui, ça, m'envoyer un email pour faire le calcul des plus-values, mais je ne vais pas faire des calculs plus-values en direct. Est-ce que le Portugal demande d'avoir une déclaration d'impôt à l'étranger? Le Portugal demande que si vous avez des revenus au Portugal, vous faites votre déclaration d'impôt au Portugal. Et parfois, ce que le Portugal demande est, si vous, dans votre déclaration de revenus, vous déclarez des retenues à la source dans un autre pays, le Portugal peut demander la preuve de cette retenue à la source, d'accord? RNH, j'ai des revenus fonciers en France, je les déclare et les paye en France et paye des impôts dessus en France. Dois-je les déclarer avec ma déclaration RNH? Oui, tous les revenus doivent être déclarés au Portugal, même exemptés. Si je comprends bien, une personne sans revenu n'a pas l'obligation d'une déclaration de revenus. Oui, sauf si vous avez des comptes bancaires à l'étranger, là, il faut les déclarer. Est-ce que je peux être RNH en étant directeur de société au Portugal? Ça, c'est une question que il faut. Vous pouvez être RNH indépendamment de la profession, d'accord? Indépendamment de si vous avez une activité ou non. Pour être RNH, il faut ne pas avoir été résident au Portugal dans les 5 dernières années et changer votre adresse vers le Portugal. Donc, indépendamment du statut que vous avez professionnel, vous pouvez être RNH. Après, les implications fiscales, évidemment, dépendent du type de revenu.
les directeurs bénéficient d'un taux forfaitaire de 20%, à la fois du barème progressif sur le salaire. Ça, c'est l'avantage. Lorsqu'on n'est pas en mesure de déterminer la valeur d'achat d'une action ou d'un fonds, peut-on prendre la valeur la plus basse des 2 années précédentes pour déterminer la plus-value? Il y a un régime spécial sur la détermination des valeurs de l'achat que je serais ravie de vous répondre si vous m'envoyez un petit courrier, d'accord? Bien, il semblerait que pour l'instant, on n'ait plus de questions. Moi, je vous invite à envoyer, donc là, vous avez les adresses mail et le contact de Tatiana et de sa collègue, parce que c'est vrai que chaque cas est bien particulier, donc c'est peut-être plus facile de répondre après, ensuite, dans des cas à chacun de vous. Là, on a encore une dernière question peut-être. L'année dernière, la comptable qui m'a fait la déclaration n'a pas déclaré mes revenus fonciers en France. Elle m'avait assuré que ce n'est pas nécessaire. Dois-je faire un correctif auprès des impôts portugais? Ici, sincèrement, c'est le risque à courir. Vous pouvez ne pas avoir des questions du fisc pendant 4 ans, mais vous pouvez l'avoir. Donc, ce correctif vous allez payer quelque chose aux alentours de 50 € pour dormir tranquille. Donc, tarif. Les tarifs d'intervention, ça, je pense que vous verrez ça aussi chacun séparément. Et là, encore une question, les enfants ont-ils un compte au Finanças séparé? Oui, chaque enfant a son IF, ça c'est très important. Même pour que les enfants sont à l'école, l'école devrait tout de suite demander le NIF pour émettre les factures. Il y a pas mal d'écoles étrangères qui ne le font pas et après, vous ne pouvez pas déduire les dépenses de l'école. Donc, chaque enfant a un NIF, a ses codes d'accès et quand on valide les enfants dans le foyer fiscal, on doit remplir le NIF et le foyer fiscal. C'est moi qui vous remercie, je suis à votre disposition. Je m'excuse ma voix, mais j'ai les enfants malades, donc enfin. Ok. Bon, écoutez, on va conclure ici parce que je pense qu'il y a énormément de questions. C'est un sujet qui est quand même assez complexe. Et là, aujourd'hui, l'idée, c'était vraiment de survoler un peu cette déclaration. Donc, Tatiana et son cabinet sont bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Moi, je vous invite aussi à consulter le site de la Chambre. Alors, rien à voir avec les aspects fiscaux. On n'est pas des fiscalistes. Mais on organise, vous le savez tous maintenant, un certain nombre d'événements, de webinaires ou de réunions en présentiel. Donc, continuez à regarder notre site internet, notre agenda. On a, là vous êtes peut-être un peu moins concernés, mais le 21 avril, un grand forum à l'international qui va réunir 17 chambres de commerce étrangères ici au Portugal. Ça s'adresse plus aux entreprises portugaises qui souhaitent exporter. Mais cette journée, elle sera précédée d'un dîner. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des places, mais je crois qu'il reste encore un peu de place. Un dîner de gala qui sera présidé par le président de la République portugaise et qui aura lieu à l'hôtel Marriott. Donc, je vous invite à aller voir notre site internet. Et puis, on reste évidemment tous à votre disposition pour répondre à vos questions, quelles qu'elles soient. Voilà, donc on va conclure ici. Je vois qu'il y a encore des questions, mais on ne peut pas répondre à tout. Je vous remercie d'envoyer des mails maintenant à Tatiana. Et je vous dis merci à tous. Merci d'avoir participé. Merci Tatiana encore une fois parce que c'était très clair. Votre présentation. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine réunion, un prochain webinaire. Merci à vous et très bonne. Merci, au revoir. Au revoir.